Amis des données de qualité de retail, bonjour, bienvenue pour un nouveau numéro de nos Custo Questions. Je m'appelle Sébastien Boyce et je suis le fondateur de la société Fridelity qui est basée en Belgique. On propose au marché du retail spécifiquement une solution qui est dénommée Custocentrix. Donc pour cette nouvelle Custo Question, comme à notre habitude, je suis accompagné de Eric. Bonjour Eric. Bonjour Sébastien, bonjour chacun d'entre vous. Voilà, on attend que tout le monde ait répondu et on peut commencer sur la question du jour. La question du jour, c'est une question qui taraude tous les marketeers. À partir du moment où il faut un tout petit peu de communication, comment qu'on fait pour que ça aille mieux? En gros, n'est-ce pas? Alors comment qu'on fait? Bah oui, on a tous envie d'améliorer les taux de conversion de nos actions de marketing direct. Déjà qu'on on a mis en place des outils pour mesurer leur efficience et on va en reparler. Mais après ça, il y a une façon de progresser, d'améliorer, qui utilise des méthodes dites test and learn. Et donc c'est ça qu'on va regarder un petit peu, ce qu'on propose en la matière. Alors, avant de se lancer là-dedans, il y a une série d'étapes préliminaires. Parce que quelqu'un qui veut améliorer sa performance, il doit être d'abord capable de la monitorer. Et pour la monitorer, il faut avoir défini des objectifs en lien avec les incitations à l'action, ce qu'on appelle les fameux call to action dans une action de marketing direct. Il faut avoir sélectionné des indicateurs de performance qui correspondent à ça. Alors, on a des indicateurs de premier niveau, des indicateurs de second niveau. C'est clair que si vous voulez augmenter un pourcentage de conversion et le mesurer en termes de vente, et que vous travaillez par email marketing, mais il y a probablement des étapes intermédiaires. Il faut faire ouvrir l'email, il faut faire cliquer dans l'email, il faut amener sur le site internet ou dans le point de vente, et il faut enregistrer une vente. Et donc, il y a des indicateurs qui vont tracer les premières étapes du parcours de ce qu'on appelle le funnel de conversion. Et puis, en plus, il y a les indicateurs ultimes dont on va pouvoir parler. Et puis, il faut convenir d'une méthode d'allocation des ventes. C'est un gros débat. Donc, si j'investis dans plusieurs méthodes de génération de trafic, à quelle méthode de génération de trafic est-ce que je vais attribuer ma vente et comment est-ce que je peux expurger des ventes qui font partie de la mesure de ma campagne, celles qui se seraient faites d'office, étant donné le comportement naturel des consommateurs ou les démarches spontanées des consommateurs. Et en fait, ensuite, il faut instaurer une méthode de mesure constante pour que on puisse quelque part se donner des points de référence dans les améliorations qu'on apporte dans les méthodes de communication en règle générale. Donc voilà. Oui, mais alors Eric, tout ça c'est très beau, mais j'ai fait tout ça. Tu vois, tout le marketeur dit j'ai fait tout ça, tout ça c'est fait. Alors maintenant, voilà, Eh pourquoi, bien, comment on va plus loin? Bien, Sébastien, je te souhaite bienvenue dans la tribu Test and Learn. Et la tribu Test and Learn, elle est peuplée avec des gens qui sont curieux, qui aiment de travailler en équipe et qui ont envie de progresser et d'avoir des étapes qui jalonnent cette progression. Alors, on va parler de deux méthodes complémentaires pour continuer à progresser. L'une, c'est d'utiliser des groupes de contrôle et l'autre, c'est de pratiquer l'A/B testing. Voilà. Alors, on peut regarder la première méthode si tu veux, Sébastien. Oui, voilà, c'est fait. On parle des, on On l'a parle des, regardé. Tu veux qu'on fasse la on parle des deuxième? groupes de contrôle. D'accord. Ok. Le groupe de contrôle, qu'est-ce que c'est? Ben, ça consiste simplement à sélectionner une partie de son audience pour l'exclure de l'action qu'on mène en place afin de pouvoir comparer les résultats de l'action par comparaison avec ce que fait le groupe de contrôle. Donc, imaginons que j'ai une action de promotion des ventes, je vais en faire la promotion par email. Ben, plutôt que d'adresser la promotion à l'ensemble de mes clients, je vais prélever un échantillon aléatoirement de clients qui sont concernés par cette campagne, donc par mon ciblage ou par ma sélection. Je vais les mettre dans ce qu'on appelle un groupe de contrôle. Je vais adresser ma campagne à l'ensemble des autres. Et puis, après un certain délai de temps que j'aurai convenu, je vais comparer les performances de vente auprès des gens qui ont été adressés par ma campagne avec les ventes qui ont été spontanément faites par les gens qui font partie de mon groupe de contrôle. Et quand on fait ça, évidemment, on a une idée de ce que du lift, du levier qu'apporte la campagne en règle générale. Sachant que généralement, quand on travaille en marketing, on n'agit pas par un seul média, donc on va communiquer par email, mais on va aussi communiquer sur le lieu de vente, et donc on élimine seulement une partie
du volet de communication qui est adressé aux consommateurs. Et alors, si on fait ça, donc on procède en 3 étapes. On exclut, on procède aléatoirement, et troisièmement, le cas échéant, on veille à stratifier correctement l'échantillon de gens qui font partie du groupe de contrôle. C'est clair que si on a des segments, c'est intéressant d'avoir un nombre de consommateurs exclus, donc qui font partie du groupe de contrôle, qui représentent de manière significative chacun des segments qu'on adresse. Donc c'est un petit peu les précautions en la matière. Voilà pour ce qui concerne la pratique du groupe de contrôle, Sébastien. Oui, alors j'ai un petit conseil aussi, parce que nos clients utilisent très régulièrement la fonctionnalité de groupe de contrôle, en définissant simplement des pourcentages qu'ils veulent exclure. N'oubliez pas de les désactiver quand vous en avez plus besoin, parce qu'effectivement, si vous envoyez des promotions à des consommateurs, par exemple, et qui doivent recevoir un bon cadeau pour un anniversaire, chose qui arrive assez couramment, à partir du moment où vous avez 15% de vos consommateurs qui râlent qu'ils l'ont pas reçu, c'est qu'il y a un problème, et c'est tout simplement que vous avez oublié de désactiver le groupe de contrôle. C'est déjà arrivé, c'est de l'expérience. Vérifiez vos campagnes en permanence sur ce type de paramétrage, c'est important, parce qu'à partir du moment où vous avez calculé ce que vous vouliez, envoyez-le à toutes les personnes, et n'utilisez plus le groupe de contrôle si ce n'est plus nécessaire. Voilà, ça c'était pour le premier moyen. On propose qu'on aille sur le deuxième, l'A/B testing. Allez, on y va, Sébastien, on part sur l'A/B testing. Et donc, l'A/B testing, ça dit bien ce que ça veut dire. Je vais avoir une création A et une création B. Je vais sélectionner deux échantillons aléatoirement. Et donc, on va diviser l'audience en 2 parties. À une partie, on va adresser l'alternative A, à l'autre partie, l'alternative B. Et puis, on va comparer les résultats. Alors, on peut pratiquer l'A/B testing avant d'adresser ça à tout le monde. Donc, on peut prendre une petite partie de l'audience quand on a des gros volumes, faire un A/B test, sélectionner l'application ou la création qui est la plus efficace, et puis l'adresser à l'ensemble du reste de l'audience qu'on veut adresser, effectivement. Bon, ça, c'est pour quand on a des volumes significatifs. Sinon, peu importe, ça vaut chaque fois la peine de faire des A/B tests, parce que derrière, en débriefant et en analysant les résultats, on va accumuler petit à petit de l'expérience. Et donc, si tu veux, Sébastien, on peut regarder un petit peu quels seraient les sujets qui seraient intéressants de tester, par exemple, en emailing. Quand on pratique de l'email, en règle générale, qu'est-ce qu'on peut vouloir tester? La première chose qu'on peut vouloir tester, c'est ce qui va impacter le taux d'ouverture, c'est le couple objet et pré-header. Donc l'objet, c'est ce que vous allez trouver dans le sujet de l'email et que vont voir la plupart de vos consommateurs. Donc est-ce que j'utilise un sujet court, un sujet long? Est-ce que je suis explicite ou je fais du teasing dans mon sujet? Est-ce que j'utilise une personnalisation dans mon sujet ou pas mon sujet? Et le pré-header, c'est cette petite partie qui est visible dans la plupart des outils de consultation d'email, notamment quand on travaille quand les consommateurs ouvrent leurs emails sur un mobile, et qui permet de voir un petit peu ce qui va suivre dans l'email. Et donc c'est la seconde partie composante d'un email qui a un impact significatif sur le taux d'ouverture. Donc, premier sujet qu'on peut tester, c'est donc ce couple objet et pré-header. Seconde chose qu'on peut faire, évidemment, c'est tester le call to action. Donc, cette fameuse incitation à l'action qu'on met dans un email. Alors, on peut jouer sur la forme du bouton, je vais me transformer en mécanicien bientôt. On peut jouer sur la couleur, on peut jouer sur la position du call to action dans l'email. Et donc, beaucoup d'A/B tests, par exemple, visent à tester, est-ce que je fais mieux de mettre mon call to action tout au début de l'email, ou est-ce que je peux le placer plus bas? Est-ce que je le mets en dessous d'une image ou pas en dessous d'une image, etc., etc. La troisième chose qui peut être testée, c'est l'usage des illustrations ou de la personnalisation. Vous savez, en matière d'email marketing comme de marketing digital, on a souvent recours à ce qu'on appelle les neurosciences pour regarder la façon dont l'œil se balade et dont le comportement du consommateur est influencé par ce qu'il voit
sur l'email. C'est clair que avoir un call to action qui est dans une diagonale descendante par rapport à un personnage qui regarde quelque chose, ben ça va augmenter la probabilité de cliquer dessus. Bon, c'est des choses que les neurosciences et que la pratique en règle générale de la communication visuelle nous apprennent, mais c'est parfois l'occasion de tester. Alors, est-ce que mettre un bouton vert ou un bouton rouge, c'est mieux? Est-ce qu'avoir respecté la charte graphique de l'entreprise et utiliser une règle générale qui est toujours là avec un contraste suffisant pour l'entreprise, c'est mieux? Bon, c'est tout ça qui va ressortir, entre guillemets, de la pratique des A/B tests. Et enfin, dernier sujet qui est ô combien important, c'est de pouvoir tester l'impact des incentives. C'est clair que plus on met des incentives et plus la valeur des incentives perçues par les consommateurs est élevée, plus on va inciter au clic, mais plus ça risque de nous coûter cher aussi, parce que derrière, effectivement, il y a une valeur économique derrière chacun de ces incentives. Et donc, pouvoir jouer entre des valeurs d'incentive, c'est intéressant. Attention cependant qu'on va de plus en plus vers du marketing personnalisé, donc des micro-segmentations, et que donc, quand on fait de la sorte, pratiquer l'A/B test devient de plus en plus compliqué. Pourquoi? Parce que les volumes qui sont dans les audiences sont de plus en plus restreints, et donc c'est pour ça que pratiquer systématiquement l'A/B test, peu importe la nature des envois qu'on fait, ou pratiquer les groupes de contrôle, c'est une façon d'apprendre en règle générale et de retenir ce qui ressort des pratiques qu'on a fait. Voilà, Sébastien, on a parlé de l'email marketing, mais tu veux peut-être qu'on parle d'un autre sujet en la matière, parce qu'on pratique pas que l'email marketing chez nous. Non, on pratique absolument pas que l'email marketing, on fait quasi tout type de médium, mais il y en a un autre qui est important parce que ça a un coût beaucoup plus important et pour lequel effectivement on peut absolument pas se rater, c'est le courrier postal. Donc Exact. quid, comment faire, que tester et comment améliorer son courrier postal. Tout à fait. On l'a déjà dit dans beaucoup de nos communications, collecter une adresse email et un consentement email, ça vaut de l'or pour un retailer, parce qu'effectivement, c'est la possibilité de pratiquer à moindre coût l'ensemble des tests dont on a parlé. Mais la plupart de ces pratiques-là, elles étaient utilisées quand on n'avait pas encore l'email et qu'on pratiquait le direct marketing postal avec un coût unitaire, comme tu le rappelais, qui est beaucoup plus élevé. Et donc, quels étaient le levier qu'on utilisait et qu'on utilise encore en direct marketing, puisque maintenant l'impression digitale est là et permet de faire des merveilles au même titre et de réaliser presque ce qu'on fait en email marketing en termes de personnalisation et de variables en règle générale au travers du direct marketing. On peut travailler sur l'enveloppe. On peut travailler sur l'illustration sur l'enveloppe, la personnalisation. Est-ce que ça risque de répondre mieux quand je déclare directement qui je suis ou pas qui je suis? C'est intéressant à regarder. Les alternatives au sein du mailpack. Donc, vous savez que quand on fait un mailpack, d'habitude, on met plusieurs composantes à l'intérieur du mailpack si on n'utilise pas le format carte postale. Et donc, le fait de rajouter des éléments, ça provoque de la manipulation et généralement, ça augmente les taux de réaction. Quels sont les ajouts, donc les petits folders qu'on va rajouter à la communication principale qui vont avoir un effet significatif sur le taux de réactivité. Et puis se pose la question de savoir qu'est-ce que on va utiliser comme incentive. À nouveau, quand vous regardez en règle générale, par exemple, dans toutes les communications qui sont faites par ceux qui font du fundraising, ils ajoutent des éléments matériels, un bic, un crayon, des cartes postales qu'ils vous laissent et qui vous demandent, entre guillemets, de rémunérer. C'est clair que le fait de donner des initiatives ou donner des choses provoque de la réaction auprès des consommateurs et que ça a de la valeur. Quand il y avait des catalogues qui étaient adressés, le coût unitaire d'envoi d'un catalogue était d'autant plus élevé, et donc le fait de dire vous recevrez telle petite station météo gratuitement avec votre premier achat, ça a des effets. Si ça a été pratiqué comme ça par des générations de direct marketeers, c'est qu'ils ont fait évidemment beaucoup de tests sur ces sujets-là. À ne pas oublier
que une méthode de traitement des remontées efficace est évidemment absolument nécessaire. Alors sur le sujet, sachez qu'il ne faut pas traiter que les remontées directes, mais il faut aussi être capable de traiter ces NPAI. Donc quand on a une base de données qui n'est pas de qualité suffisante, on a des retours postaux. Évidemment, il s'agit de déduire ces retours postaux du nombre d'envois par rapport auquel on va calculer le taux de remontée. Nous, on a de la chance, Sébastien, c'est que grâce au principe de mutualisation de la tenue à jour des bases de données et à la fréquente lecture des données sur les cartes d'identité, on a des qualités d'adresse et des pertinences d'adresse postale qui sont extrêmement élevées, et donc c'est un phénomène plutôt mineur parmi les clients qui utilisent Custocentrix que le traitement de ces NPI en règle générale, mais c'est pas le cas de tout le monde malheureusement. À savoir, on peut peut-être vous aider si vous n'utilisez pas Custocentrix directement à améliorer la qualité de vos bases de données et la pertinence des adresses postales que vous utilisez dans vos bases de données. Voilà, Sébastien, je pense qu'on a fait le tour de la question. Presque tour, effectivement, sur les adresses postales. On se défend, on va dire. On a d'assez bonnes adresses, une bonne partie de la population en Belgique. Donc, et pour les premiers emails, je me rappelle encore les premiers courriers postaux qu'on avait fait en masse avec les premières chaînes, notre acteur national du courrier, Bipost, nous avait dit qu'effectivement, le taux de retour était quasi nul. Donc, par rapport à leur moyenne, c'était un des plus faibles. Donc, clairement, effectivement, on peut difficilement se tromper en utilisant une adresse officielle, même si, voilà, mais c'est quand même très difficile. Je voulais juste te laisser la main sur une petite conclusion, parce que tu nous as préparé une petite conclusion, le suspense est là, sur ce qu'on peut apprendre, sur ce qu'on doit retenir, effectivement, sur l'A/B testing et sur les groupes de contrôle. Bah oui, le premier learning, c'est que l'intelligence, elle est collective, et donc c'est important d'instaurer un esprit d'équipe. Si on veut c'est toute la chaîne de valeur et de production qui entre en jeu, et donc il faut vraiment travailler en équipe sur ces sujets-là. La deuxième chose, c'est que ça vaut la peine quand notamment en email marketing, on a appris des choses, d'adapter les templates pour ne pas retomber dans les travers du passé, et donc de faire évoluer les templates et la charte graphique en conséquence. C'est clair que si, à un moment donné, on a dérogé à la charte graphique pour tester un niveau de contraste plus élevé dans un bouton de call to action, une façon de poser les call to action, et que c'est efficace, c'est la charte graphique qu'il faut appliquer et pas abandonner ça pour un principe d'intégrité et de continuité purement graphique. Troisièmement, c'est la constitution de benchmark, donc de points de repère. C'est important de se constituer cette petite bibliothèque, ce qui nécessite une forme, je dirais, de régularité et une forme, je veux dire, d'exigence personnelle. Chaque fois qu'on fait une action, de prendre le temps de reporter dans un tableau Excel les résultats de cette action et les caractéristiques pour pouvoir les comparer les unes par rapport aux autres au fil du temps et se donner ces points de repère. La recommandation suivante, j'en ai glissé un mot, c'est s'intéresser aux neurosciences, parce que c'est clair qu'elles ont beaucoup à nous apprendre sur le comportement de décision des consommateurs dans une période de temps très court. On sait que le délai de décision d'un consommateur entre le fait de supprimer ou pas supprimer un email, c'est quelques secondes. C'est la même chose en ce qui concerne le fait de décider de cliquer dans un email et de passer du temps sur la landing page qui se trouve derrière l'email ou derrière le call to action qui s'y trouve. Donc ça vaut la peine de s'intéresser à ce que nous disent les neurosciences sur le sujet. Il y a beaucoup de bonnes pratiques qui circulent entre professionnels sur le sujet, et j'espère qu'on aura l'occasion d'en partager avec certains acteurs. Et enfin, il y a la maîtrise des leviers des incentives. C'est un levier extrêmement important. Et donc là, ce n'est qu'en ayant des bases, en ayant accumulé beaucoup de données et beaucoup de tests différents qu'on peut, grâce au recours à un travail d'un statisticien, effectivement quantifier le levier que représente les incentives et la valeur des incentives. Et c'est comme en pricing, c'est une science particulière sur laquelle il faut pouvoir se pencher. Et la dernière, c'est d'approfondir la connaissance des caractéristiques des segments de clients. Si on s'appelle Custocentrix, c'est parce qu'on veut des démarches qui sont de plus en plus individuelles. Donc les segments, ils sont de plus
plus en plus petite taille, il résulte de l'agrégation des comportements, toutes choses étant égales par ailleurs des consommateurs, et donc se préoccuper des taux de réponse, des taux de réactivité et de la pression marketing pour chacun des segments, c'est quelque chose d'extrêmement important. Rien ne sert d'aller continuer à avoir une pression marketing trop élevée auprès de segments chez qui on fait que générer de la lassitude, alors que ce sont des gens qui continuent à être fidèles à notre enseigne. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur le test and learn au départ de la pratique de l'A/B testing et du groupe de contrôle, Sébastien. Oui, merci Eric. Alors, je vais rajouter juste un autre petit conseil. Inscrivez-vous, peut-être pas avec votre adresse email professionnelle, mais au site de vos concurrents ou d'autres acteurs dans le retail. Une autre méthode pour apprendre, c'est effectivement de voir ce qui se fait chez les autres, tout simplement. Copier, comme disait un gars dans l'IT, que je ne nommerai pas directement, copier une bonne idée, c'est toujours une bonne idée. Voilà, merci à tous pour votre attention sur cette nouvelle Custo Question, et à très bientôt pour un nouveau numéro.